Ouais, c'est ça. Fait que c'est une présentation évidemment sur ma petite semaine à Cuba. Je m'excuse du contexte. En fait, je l'avais fait à Cuba, mais des petits problèmes techniques ont fait en sorte que ça n'a pas passé. Là. Donc, fait que je me reprends ici. J'aurais aimé mieux avoir un palmier en arrière de moi que l'ambiance toute nord-américaine de la maison au mois d'avril. Donc, fait que c'est ça, je suis allé à Cuba pendant une semaine bien remplie. Il y a une grande différence entre aller à Cuba dans des hôtels, que ce soit Cuba ou République dominicaine ou ces choses-là, dans des hôtels là, 4 étoiles, 5 étoiles de luxe. C'est sûr qu'il y a du très grand confort, puis le rapport qualité-prix est parfois incroyable. Mais c'est sûr que Casa Particular, c'est un genre de bed and breakfast, là, si on peut dire, cubain. Et évidemment qu'on vit près des gens, premièrement ceux qui possèdent la maison où est située, parce que c'est un peu ça l'affaire, c'est que j'étais dans une maison, puis la partie arrière de la maison était aménagée, c'était bien aménagé, j'avais une terrasse en avant, en rentrant j'avais un salon, il y avait un corridor avec une cuisine, une chambre, une salle de toilette avec une douche, avec de l'eau chaude et tout ça, ça paraissait bien, c'était très bien aménagé. 30 $ par jour, là, si j'y retourne, ça serait 25 en tout cas. C'est à peu près les prix là, à Cuba pour ce genre de choses-là. Fait qu'évidemment, on se doit mon espagnol, j'ai pratiqué mon espagnol pendant la semaine, mes connaissances en espagnol ont dû doubler, sinon tripler pendant cette semaine-là, c'est incroyable. Fait que les gens à qui appartient la Casa Particular, Raoul et Lourdes, pour ne pas les nommer, j'ai eu beaucoup à communiquer avec eux et tout ça. Raoul était très gentil. Lourdes, sa femme, est vraiment quelqu'un de bien, là, une belle personnalité, franchement, là, quelqu'un de très très bien. Et tranquillement, pas vite, j'ai appris en face qu'il y avait un couple de Québécois, des gens, David et Gisèle, des gens qui ont un parcours de vie très, très, très rempli. Là, ça ne se résume certainement pas dans une présentation comme ici. Et la casa, c'est tous des gens qui habitent dans des casas, là, comme moi. Des retraités, eux, c'est des retraités, puis ils descendent. Gisèle et David étaient là depuis 2 mois à peu près, puis parce qu'ils font attention, tout le monde fait attention aux 6 mois de l'assurance maladie, là, pour garder la couverture de l'assurance maladie. Il ne faut pas avoir quitté le pays plus que 6 mois. Et Freddy de Vancouver. On a eu bien du plaisir avec ces gens-là. Puis il y avait aussi mon contact là-bas, Alexis, de quelqu'un d'ici qui m'avait référé à lui. Alexis qui parlait pas beaucoup, un petit peu d'anglais, avec qui Fait que je suis capable de passer des soirées carrément à parler espagnol et il s'agit de parler lentement, là, puis les mots, le peu de mots que j'avais, ça a augmenté au fur et à mesure que la semaine avançait, mais on peut travailler avec ça pour se faire comprendre, puis quand les gens nous aident aussi, quand ils voient dans quelle direction qu'on s'en va, c'est quoi le mot. Comme par exemple, pour déjeuner, là, c'est sur le pilote automatique, si je peux vous en donner un exemple. C'est un café comme un poco de leche. Je voulais un peu de café, pas un peu de lait, pas trop dans le café. Pane tostada, qui est du pain toasté, des toasts. Et huevos revueltos con jamón et queso, une omelette jambon fromage, comme on dirait en français. Donc, c'est ça, ça a été très plaisant. J'en ai profité de me faire une coupe de cheveux. On dit que les médecins là-bas sont aussi bons qu'ici, sinon plus. Je suis allé chez le dentiste.
Fait que j'ai été 2 fois à La Havane, j'ai été visiter La Havane 2 fois, j'adore encore une fois. J'y avais été en 2008, là, j'ai répété l'expérience. J'avais été à peu près pour 4 ou 5 jours. J'avais passé 4 ou 5 journées à La Havane, puis là j'en ai passé 2 autres. Je ne me tente vraiment pas de cette ville-là. Moi, je la classerais là, dans les villes en Amérique, peut-être au complet. Là. Je les ai peut-être pas tous vues, mais j'en ai quand même fait quelques-unes. Je mettrais San Francisco, New York puis Caracas. Les villes, pas Caracas, La Havane, les villes les plus plaisantes où être. Puis La Havane a 600 ans d'histoire. Ils construisaient des châteaux, des forteresses là-bas, puis des cathédrales, puis tout ça avant 50, 60 ans avant la fondation de Québec en 1608. Fait qu'il y a beaucoup d'histoire et ça a été le centre nerveux de tout le commerce espagnol de l'Amérique, des Amériques finalement pendant très longtemps. Il y avait des chantiers navals à La Havane qui étaient plus importants que les chantiers navals qu'il y avait en Espagne. Donc, ça a été... fait que tout ça, il a resté de ça beaucoup de choses. Fait que qu'on s'intéresse à la visite, qu'on s'intéresse à l'histoire, c'est une grande ville avec des quartiers. Puis vous avez le Malécon, là, où la façade de la ville sur la mer, où la vue est très spectaculaire. On peut voir tout La Havane en général depuis le Malécon. Fait que j'aime beaucoup aller circuler dans cette ville-là et en même temps, j'enregistre, là, je regardais les deux, le couple puis Freddie qui est à leur retraite, puis ils ont des conversations sur qui descendent au Canada, puis ils reviennent, puis comment est-ce qu'ils s'arrangent. Je vais faire partie de ce club-là dans quelques années. Est-ce que je vais retourner là nommément? Peut-être. On verra comment est-ce que les circonstances se présenteront. J'ai appris une chose là-bas qui m'a impressionné au plus haut point. C'est une lecture, j'avais pas vraiment trouvé rien de bon. Là, je m'en suis fait recommander de bons écrivains cubains qui peuvent être intéressants pour nous et tout ça. Je m'en suis fait référer. Mais j'en avais pas à ce moment-là, puis j'avais des petits livres comme ça trouvés à la Bibliothèque nationale un peu au hasard. Et il y en a un qui disait, puis c'est bien trop vrai, puis quand on est sur place, c'est le cas. À Cuba, il n'y a aucun Cubain qui travaille pour un autre Cubain. Ça n'existe pas, là. Il n'y a pas de Cubain qui paye un salaire à un autre Cubain. C'est vrai que presque tout le monde travaille pour l'État. Cette situation-là ne peut pas se produire, mais il y a quand même une multiplicité. Là, il y a déjà un accro à ça depuis les réformes de Raúl, là, Raúl Castro, qui est au pouvoir depuis 2007-2008. Il a introduit des changements, comme il y avait un restaurant près de où est-ce que je restais, le restaurant Don Neno. Puis lui était, un nouveau restaurant nouvelle mode, là, pour que ses employés, c'était lui qui les payait et tout ça. Ça, c'est quelque chose de complètement nouveau à Cuba. Et il y a impossibilité à Cuba aussi de devenir riche. Là. Ça, c'est encore aujourd'hui. Ça n'a pas changé. Là. C'est impossible pour quelqu'un, comme par exemple, d'avoir une casa particulière. Là. Les gens chez qui j'étais en avaient une, mais on ne peut pas en avoir deux si on est bon dans l'exploitation des casas particulières, puis on se met à en acheter à droite puis à gauche, faire de l'argent avec ça, c'est impossible. Si vous êtes bon dans la restauration, vous voulez un restaurant va bien, vous en achetez d'autres, essayez de faire une pièce avec ça, ou une grosse pièce avec ça, impossible. Fait que c'est vraiment le socialisme là, à l'état pur, sous réserve des réformes récentes de Raúl, là, puis qui est encore pas grand-chose. Fait que c'est quand même... Fait que c'est un pays qui était organisé pour l'empêchement de l'apparition d'une classe bourgeoise, d'une classe d'affaires. C'était vraiment le partage équitable ou égal de tout ce qui se produit dans ce pays-là finalement. Fait que
C'est sûr que ça marche pas très bien. C'est sûr que ça marche pas très bien. Je pense que je l'ai déjà mentionné à quelques reprises. L'économie là-bas est... C'est sûr qu'on compare pas. Il ne faut pas comparer avec le Canada et les États-Unis. C'est pas correct de faire ça. Mais même en comparant, le Mexique est beaucoup plus développé économiquement que le Mexique. Je suis allé en République dominicaine. Même si la République dominicaine peut être repoussante à certains niveaux, il reste quand même qu'au plan économique, c'est beaucoup plus développé que Cuba. Et pas besoin d'aller chercher loin, J'ai lu dans le guide Michelin, je pense qu'on peut se fier au guide Michelin, que Fidel Castro a déclaré dans la revue Atlantic en 2010, Fidel Castro a déclaré dans la revue Atlantic en 2010 que le modèle cubain avait été un échec. Fait que je pense que ça clôt la discussion. Je parlais de ça aux Cubains, peut-être pas. Il faut faire attention de parler de politique. Souvent, c'est les premiers à nous en parler. Je n'ai pas senti qu'il fallait faire tant attention que ça, peut-être avec des inconnus et tout ça. Mais je n'ai pas rencontré personne, en tout cas, qui était satisfait de la situation. Tout le monde critique. On a l'air d'être tanné de la façon que les choses fonctionnent là-bas. Puis les choses se sont mises à tellement mal aller. Les choses se sont mises à c'est-à-dire que ce qui est arrivé de très... qui n'a pas aidé, comme nous disait, je pense que l'expression vient du guide Michelin, le bond en arrière, le fameux bond en avant que de la Chine, là c'est le bond en arrière, c'est-à-dire que c'est sûr qu'il y a eu quelque chose de catastrophique qui s'est passé pour le pays. Je ne savais pas, avec les nouvelles qu'on a ici, je ne savais pas que ça avait été si grave que ça. Mais l'abandon de l'Union soviétique de Cuba et surtout son approvisionnement que la Russie approvisionnait Cuba en pétrole, ça a été tout un choc pour ce pays-là. Ils ont été en mode survie. Ils appellent ça la période spéciale. La période spéciale, puis on dit que là-bas, on n'est toujours pas sorti de la période spéciale. C'est encore aussi difficile. C'est sûr que depuis là, Chavez, le président du Venezuela, aide beaucoup. Là. Il y a pas, je sais pas, c'est autant que les Russes, mais il y a un certain approvisionnement en pétrole, en contrepartie de quoi Cuba a envoyé 20 000 médecins pratiquer au Venezuela, puis il y a d'autres ententes comme ça. C'est sûr que Castro, le régime est favorisé un peu parce qu'il y a beaucoup d'élections de gouvernements de gauche en Amérique du Sud en ce moment, au Brésil notamment, avec Lula et tout ça. Fait que c'est tous des appuis, des régimes qui appuient dans la mesure du possible Cuba. Donc, c'est la période spéciale. Le pays a passé un mauvais quart d'heure et Raoul tente de... Mais c'est sûr que ça se dirige. Je ne vois pas vraiment quoi autre qui pourrait se passer que ça. C'est sûr que le pays se dirige vers quelque chose qui va ressembler à la Chine. C'est sûr qu'en ce moment, c'est peut-être un peu difficile. Il a quand même Castro a quand même mis sur une période de 3 ans 1 million de fonctionnaires à remercier, 1 million de fonctionnaires pendant une période de 3 ans. Cuba, c'est un pays d'11 millions d'habitants et dont 80% travaillent pour l'État. Fait que 11 millions, mettez-en 7 ou 8 millions qui travaillent pour l'État. 1 million mis à la porte, c'est quand même 12-13%, mais c'est quand même important. Puis ces gens-là ont fallu qu'ils trouvent un emploi. D'ailleurs, j'ai parlé à une dame du domaine qui parlait un français impeccable, une amie de David, le couple de Québécois, là. Elle-même avait perdu son emploi à la suite de ça et elle a été à la recherche d'emploi. Elle s'est trouvé un autre emploi pour une agence de voyage chez quelqu'un qui s'y connaît en matière de réservation et tout ça, pour une autre agence de voyage cubaine en tout cas. Et fait que c'est ça, c'est sûr que les changements sont lents. Quand on pense à la Chine, par exemple, les changements sont lents.
Mais par contre, il faut comprendre, la façon que je vois ça, c'est que la gang, si on permet l'expression, qui ont fait la révolution, sont encore au pouvoir. Ils ont 85 ans comme Raoul puis Fidel Castro, mais ils sont encore au pouvoir. Fait que ces gens-là, j'ai l'impression, faire des changements radicaux, là, puis tout bouleverser du jour au lendemain. Fait qu'une fois que cette génération-là sera partie, parce qu'il faut comprendre qu'en Chine, je pense que ça fait 2 générations de leaders qui n'ont pas connu la révolution. Mao a pris le pouvoir, si je ne me trompe pas, en 1949. Et ça fait 2 générations de leaders là, qui n'ont pas connu la révolution. Ça a étudié dans les meilleures universités des États-Unis, d'Angleterre et de France d'Occident. Et probablement que on peut penser que c'est ça qui va se produire à Cuba éventuellement, parce que la génération de la révolution va certainement disparaître à un moment donné, puis être remplacée, on présume, par des gens qui vont avoir peut-être moins de sensibilité, moins de réserve par rapport à la révolution, puis peut-être être en mesure d'introduire des changements peut-être plus importants, accélérer les choses. Puis au niveau démocratique, on sait que la Chine semble pas avoir beaucoup avancé à ce niveau-là. Est-ce que ça va être différent à Cuba? Je ne sais pas. Fait que c'est à peu près, je pense, le résumé que je peux vous faire de cette semaine bien remplie. Là. On a eu beaucoup de plaisir avec les gens, les Cubains que j'ai rencontrés là, les gens qui avaient la propriétaire de la Casa Particular, le contact que j'avais, Alexis, j'ai passé passablement de temps avec lui, son ami Osé aussi, j'ai passé pas mal de temps avec lui, Freddy, les gens. C'est le genre de choses que quand on va dans un hôtel, je ne sais pas s'il y en a qui sont meilleurs que moi dans le département, mais dans les grands hôtels, il n'y a aucune, on rencontre personne. Si vous êtes là avec quelqu'un, vous passez toute votre semaine avec cette personne-là, puis ça finit là. C'est pas déplaisant, je ne veux pas dire que c'est déplaisant, mais en tout cas, c'est une toute autre expérience, puis au total, j'ai beaucoup